Bonjour mon général Jean-Bernard Bonjour. Pinatel. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Je rappelle un de vos maîtres livres qui va inspirer une partie non négligeable des commentaires aujourd'hui, Ukraine, le grand aveuglement européen. Eh bien, je pense que vous ne vous étiez pas trompé, mon général, mais jusqu'où ira ce grand aveuglement européen? J'ai presque envie de dire à brûle pour point que c'est presque la première question que j'ai envie de vous poser au vu de la situation. Vous pouvez bien sûr l'introduire sur ce qui se passe actuellement, sur la poussée russe, sur les provocations de l'OTAN. Et cet aveuglement, ils se réunissent dans des bases militaires, ils s'apprêtent à envoyer des hommes. Enfin, en tout cas, c'est des informations parcellaires que nous avons aujourd'hui. Vous avez peut-être des informations plus précises, mon général. Non, moi, j'ai pas d'informations précises. Non, mais simplement, on est, si vous voulez, à moins de 2 mois de l'arrivée de Trump au pouvoir. Et donc, tous les bellicistes des deux côtés de l'Atlantique s'agitent pour essayer de faire escalader cette guerre. Mais vous comprenez bien que Poutine, et avec des moyens qui sont ridicules par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Regardez ces missiles à moyenne portée, qu'ils soient américains ou qu'ils soient français, les Scalp. L'Ukraine en a attiré déjà beaucoup sur le sol, sur son sol occupé par les Russes. Ils ont bombardé la Crimée, avec cela une base militaire, à Lugansk, etc. Est-ce que ça a changé la situation sur le terrain? Non. Si vous voulez, ces missiles emportent 200 kilos de TNT, oui, ils vont faire des pertes, et c'est ce qui me révolte, parce qu'aujourd'hui, où on voit poindre la possibilité d'un cessez-le-feu dans une guerre qui a fait au total des deux côtés au moins 1 million de morts et de blessés, c'est totalement scandaleux et honteux que les profiteurs de la guerre et les bellicistes s'en donnent encore à cœur joie pendant les mois qui arrivent, parce que Trump veut l'arrêter. Tout son staff qu'il a mis en place veut l'arrêter aussi, que ce soit Rubio qui va être le secrétaire d'État. C'est quelqu'un qui est foncièrement anticommuniste, c'est d'origine cubaine, et pour lui, c'est la Chine qui est la première menace. Ensuite, vous avez celle qui va prendre le renseignement intérieur, Tulsi Gabbard. Elle a été accusée à l'époque, elle était démocrate, elle s'était présentée à l'investiture du Parti démocrate. Elle avait été accusée par Madame Clinton d'être trop pro-russe. En fait, elle avait été déployée en Irak parce qu'elle a servi dans l'armée américaine, avait été déployée en Irak, et elle avait vu ce qu'était l'islam radical. Et donc, elle avait soutenu Assad et les Russes qui avaient liquidé Daesh. Voilà, et ne parlons pas de Pité Ekbet qui va prendre la défense. Lui, alors là, c'était quelqu'un qui a été chef de section en Afghanistan, puis après capitaine en Irak. Il y a 2 Silver Star de bronze, et donc qui est quelqu'un qui est résolument anti-islam radical. Et donc tous ces gens-là, si vous voulez, ils ont tous la même idéologie. L'idéologie, c'est la Chine est la menace principale. Deuxièmement, soutien à Israël, complètement soutien à Israël. Et enfin, ils reprochent aux démocrates et à tous les bellicistes d'avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine. Et donc, ils veulent arrêter cette guerre. Et comment ils veulent l'arrêter? Bon, si vous voulez, quand on regarde les aides que l'on donne à la Chine, toute l'Europe ensemble ne peut fournir que le quart de ce qu'a fourni les Américains. Donc, si Trump dit à Zelensky, bon, maintenant, il faut se mettre autour de la table, ou en tout cas dans les conditions qui vont être réglées directement entre Poutine et Trump. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les Européens et Zelensky devront entériner. Et d'ailleurs, l'Europe est totalement divisée aujourd'hui. On a Macron qui continue à jouer, à faire des effets de manche, mais Scholz, qui
qui est déstabilisé sur sa gauche et sur sa droite, a dit qu'il refusait l'escalade. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il reste les pays baltes et la France pour essayer sur le continent de… Les Britanniques. Hein? Les Britanniques. Oui, mais les Britanniques, si vous voulez, ils vont pas se fâcher avec les États-Unis, hein, les Anglo-Saxons. Alors, pourquoi? Parce que si on regarde tout ce qui a été écrit dans les médias anglo-saxons, et notamment The Economist, qui est le magazine de l'oligarchie financière qui se trouve en Grande-Bretagne, si vous voulez, dès septembre 2023, il disait c'est fini. Maintenant, nous, on a fait ce qu'il fallait faire face à la Russie. Les Anglo-Saxons ont fait ce qu'il fallait faire. C'est à l'Europe de prendre la relève. Parce qu'ils savent très bien, le but des Anglo-Saxons n'était pas de battre Poutine et de battre la Russie, première probablement ou seconde puissance nucléaire au monde. Ils savent très bien que ça n'existe pas. Ce qu'ils voulaient faire, c'est créer un mur de haine entre l'Europe et la Russie et éviter une alliance stratégique et économique qui aurait créé l'Eurasie, ce que Brzezinski a dit dans son livre Le Grand Échiquier en 1997. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est atteint. C'est atteint maintenant, avant qu'on répare les dégâts de ces 2 ans et demi de guerre entre l'Europe et la Russie, ça mettra du temps. Ça mettra du temps. Et en plus, si vous voulez, on aura tout loupé parce qu'on n'aura même pas réussi et qui est la seule un peu ligne directrice de Macron durant son mandat, de créer une Europe fédérale. L'Europe est en train d'éclater en morceaux. L'Europe intégrée. On le voit très nettement. Une Europe intégrée. Moi, je ne sais pas si elle sera fédérale. J'ai l'impression qu'elle aura même les défauts de la République française, c'est-à-dire qu'elle sera autoritaire, verticale, même plus encore que fédérale. Le fédéralisme serait un moindre mal par rapport à ce que pourrait être la Commission de Bruxelles, qui n'a absolument aucune légitimité démocratique et qui règne sans aucun principe de subsidiarité. Bien entendu. Ben voilà. Donc, pour moi, je pense que, alors que effectivement Trump jusqu'au 20 janvier ne peut pas parler, ça c'est quelque chose tout à fait évident parce que il serait accusé de faire un coup de force, mais behind the curtain, il est sûr que derrière le rideau, les discussions se font et il arrivera le 20 janvier avec une idée très nette de ce qu'il va imposer à Zelensky. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Russes avancent le plus possible, parce que ils savent, du côté de Poutine, on sait aussi que à un moment, vis-à-vis de son opinion, vis-à-vis de tout le monde, il ne pourra pas continuer la guerre si de l'autre côté, Zelensky annonce le cessez-le-feu. Et ça se fera sur les bases d'ailleurs qui ont été indiquées par Vance, qui est l'abandon des 4 oblats, qui étaient des oblats qui étaient russes depuis le XVIIIe siècle, il ne faut pas l'oublier, et qui avaient été rattachés à l'Ukraine par un décret de Gorbatchev. Donc, si vous voulez, les Américains ont tiré un trait sur la Crimée et ses 4 oblats. Et en plus, ils sont tout à fait cyniques, puisque dans le plan américain tel que je l'ai compris, ils disent non, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN, mais elle va rentrer immédiatement, la contrepartie, dans l'Union européenne. Pourquoi? Pour que l'Union européenne paye la reconstruction, les 500 milliards qu'il faudra pour reconstruire l'Ukraine. Donc, avec les entreprises américaines, ne vous inquiétez pas, mon général. Ce sera nos sous, mais ça sera des entreprises américaines. Bien entendu, comme d'ailleurs, il y a un article qui est formidable qui vient de sortir dans Foreign Affairs hier, qui était totalement sur cette ligne et qui disait mais voilà, il va falloir continuer à aider l'Ukraine et l'Europe. Il faut que l'Europe se réarme, puisque nous maintenant on va se tourner vers la Chine, et comme l'industrie européenne n'a pas les moyens de produire avant 10 ans l'armement, ben vous allez l'acheter chez nous. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Gros effort financier européen pour se réarmer, mais avec des avions américains. Ben, on l'a bien vu déjà, hein, puisque la Roumanie, juste avant les élections dont vous avez parlé, va acheter des F-35. Oui. Voilà.
Alors, non, moi je pense, d'ailleurs, on peut voir Poutine à cette escalade tout à fait qui est beaucoup plus politique que militaire, hein, soyons clairs, cette escalade politique des missiles à moyenne portée, donc jusqu'à 300 km, et qui transportent en gros des charges de 200 kg de TNT. Alors, 200 kg, si vous voulez, les bombes de la Seconde Guerre mondiale, c'était 250 kilos. Donc, on reste dans ces choses-là. Moi-même, en Algérie, on bombardait avec ces bombes-là les blocos dans les Aurès. Hein. Donc, j'ai connu ça en étant à 300 mètres derrière des rochers quand les B-26 bombardaient les blocos des Félagas. Donc, ça a un effet, évidemment, ça crée des morts, etc., mais ça ne change pas le cours de la guerre. Ça ne change pas le cours de la guerre, d'autant plus que, d'après ce qu'ont dit les Ukrainiens eux-mêmes, il leur reste plus qu'une cinquantaine de missiles américains et ils ne doivent pas en avoir beaucoup plus du côté français. Donc, on ne change pas la guerre. Ils en tirent déjà depuis 2023. Est-ce que le cours des opérations a changé? Vous l'avez bien vu que non. Donc, les Russes avancent, ils avancent régulièrement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Et pourquoi? Parce que moi, ce qu'on ne veut pas comprendre ici, c'est que Poutine a une droite ultranationaliste à la Douma et qui, depuis le début, veut une escalade nucléaire et veut que l'armée russe reprenne toutes les deux oblats de Mykolaïev et d'Odessa pour aller jusque faire tendre la main à la Transnistrie. Moi, j'ai créé des scénarios dans mon livre, si vous l'avez lu. Je considère que c'est un scénario qui est très, très risqué parce que les Russes ne pourraient plus ensuite défendre la frontière qu'il y aurait entre le Dniepr et la Transnistrie, qui est une frontière de 400 km en plaine, sans mobiliser en permanence face au nord 3 armées en permanence, ce qui aurait un coût et entraînerait une mobilisation en Russie que Poutine a toujours refusé de faire. Donc, on a intérêt à stopper cette guerre le plus vite possible pour éviter là une vraie escalade. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, mon général, sur tous ces points-là. Par exemple, déjà, un des prétextes à ces frappes dans la profondeur, à ces idées dont on parlera ensuite, d'envoyer carrément des hommes sur place, la présence de Coréens du Nord dans les troupes actuellement russes, au moins sur l'oblast de Koursk, voire au-delà, dans un avenir proche. C'est ce qu'en tout cas, l'information donnée jusqu'au Pentagone, je crois, il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Bon, alors, il y en a certainement, mais je rappelle qu'en Ukraine, toutes les forces spéciales de tous les pays européens sont présents. Si vous voulez, on ne peut pas. Il n'y a pas un chef d'état-major des armées, si j'étais chef d'état-major des armées, si vous voulez, qui ne voudrait pas avoir des hommes sur place pour voir cette guerre. Cette guerre a changé la nature complète en 2 ans et demi. On est dans une guerre complètement différente de celle que l'on pensait pouvoir faire avant février 2022. Donc, il y a plein déjà de forces spéciales françaises, anglaises, allemandes qui sont sur place. Donc, alors, pour les Nord-Coréens, moi, je n'ai pas d'informations, mais si vous voulez, aujourd'hui, s'engager dans cette guerre sans une vraie formation, une formation complète, c'est envoyer les gens au suicide. Parce que l'expérience qu'a acquise l'armée russe et l'armée ukrainienne également en 2 ans est invraisemblable. On ne bouge plus, il n'y a plus un soldat qui bouge sans être protégé par un filet de camouflage, voire même en plus du café, une bande d'aluminium pour éviter d'être opéré par les moyens électroniques. Il y a des drones partout, à la fois d'observation et d'attaque. Il y a une coordination complète entre l'artillerie et les drones. On est dans une guerre dont on ne peut plus bouger sans se faire repérer. Donc d'ailleurs, c'est pour ça les attaques des Russes
se font par le feu. Et ensuite, ce sont des unités très mobiles. On parle même d'unités en moto qui vont nettoyer le terrain et prendre le terrain. C'est pour ça qu'ils font que des petits bonds, mais des petits bonds constants. On est dans une guerre engagée, une brigade française avec notre façon de faire la guerre, ou une brigade, puisqu'on parle de 5000 hommes nord-coréens, c'est les envoyer au suicide immédiatement. On ne peut pas s'engager dans cette guerre sans avoir un entraînement fourni par les Ukrainiens ou par les Russes. Et alors que c'est nous qui aujourd'hui, on est ridicule. On a formé 2000 Ukrainiens à Canjuers et à Mourmelon, mais les Ukrainiens eux-mêmes disent que l'instruction qu'on leur donne est totalement inadaptée à la guerre qu'ils font. Voilà, donc cette guerre a changé de nature d'une façon considérable. Si vous voulez, il y a 600 000 hommes de part et d'autre, quoi. Vous voyez, donc qu'est-ce que c'est de rajouter 5 000 hommes ou 10 000 hommes dans la guerre? Alors, s'il y a des Nord-Coréens et qui les engagent sur le territoire russe, c'est leur problème. C'est pas une escalade. C'est pas une escalade. S'ils les engagent à course, c'est pas une escalade. Hein, voilà. Donc, personne. Vous savez que la CIA, donc les États-Unis, et ça a été publié par le New York Times, ont 12 bunkers tout au long de la frontière, mais depuis 2022, qui renseignent, qui assurent le renseignement complet face aux Russes, voilà, qui désignent les cibles. Donc l'OTAN et la CIA des États-Unis est totalement engagée dans cette guerre depuis 2022. Voilà, et tout le monde le sait, puisque ça a été publié par le New York Times, et moi-même, j'ai indiqué le lien avec le New York Times sur ma page LinkedIn ou dans mon livre. Voilà, donc non, on est dans la désinformation en France permanente, on est dans l'hypocrisie, mais maintenant, le jeu se passe totalement entre Trump et Poutine, et Scholz l'a bien compris, les Anglais l'ont bien compris, il n'y a que Macron qui l'a pas compris et qui s'agite, voilà. Alors, il s'agite et il parle maintenant d'envoyer des hommes sur place. Alors, avec deux options. L'option officielle, on envoie des hommes, si ce n'est pour faire la guerre, en tout cas pour prendre des positions, ou bien on envoie des sociétés privées. C'est une façon d'aller… si vous voulez, tout ça, c'est de l'agitation. On n'est pas du tout à l'échelle. Si vous voulez, on n'a pas les moyens de faire cela. Notre armée, il lui a enlevé la plupart de ses canons et la plupart de ses munitions de 155. Donc, tout ça, c'est des effets de manche. Alors, il y avait une proposition là des 4 bellicistes qu'on voit sur les plateaux de LCI sur le monde qui proposaient d'envoyer des milliers d'instructeurs pour former les Ukrainiens, alors que l'Europe a formé dans ses bases d'entraînement avec tous ses simulateurs près de 100 000 Ukrainiens. Donc tout ça, c'est de l'agitation. Dans les 30 jours qui viennent, on ne change pas un cours de guerre dans ce domaine-là, avec une armée ukrainienne qui s'est battue d'une façon héroïque, mais qui est épuisée. Tous les gens qui se sont engagés au moment de l'attaque russe sont morts ou sont épuisés, et ils le disent eux-mêmes, il n'y a qu'à voir tous les reportages. Et quant à ceux que l'on mobilise brutalement dans les villes ukrainiennes, ils n'ont pas envie de se battre et ils désertent. La justice ukrainienne a indiqué le nombre de dossiers qu'elle avait à traiter, près de 600 000 personnes pour des refus d'obéissance, pour des désertions, etc. Donc l'Ukraine est épuisée. Ce qui manque à l'Ukraine maintenant, c'est effectivement des hommes. Mais si vous voulez, la guerre est finie, mais on pouvait penser que la victoire, ou en tout cas la défaite de l'Ukraine était inscrite en février 2022. Pourquoi? Tout simplement parce que Biden et les États-Unis avaient très peur que Poutine nucléarise le conflit. Et, oui. dès le premier jour, et ça a été publié encore par The Economist en septembre 2023, il a dit à son staff, il a dit au Pentagone, faire tout ce qu'on peut pour aider les Ukrainiens, mais sans jamais
inquiéter Poutine. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Si demain, vous avez un cambrioleur qui est à votre porte, vous appelez la police et qu'elle vous répond, ben, écoutez, on va tout faire ce qu'on peut pour gêner ce cambrioleur, mais sans jamais l'inquiéter. C'est pas sérieux. Donc, c'était inscrit et personne n'a voulu le voir. Personne n'a voulu le voir. Et donc, on s'est servi, les Américains et les Anglo-Saxons, mais avec leur cynisme habituel, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Et moi, ce que je reproche aux dirigeants européens, c'est de ne pas penser aux leurs. Avec leurs intérêts, ils voulaient créer ce mur de haine entre l'Europe et les États-Unis. Ils l'ont fait avec entre l'Europe et la Russie, oui. L'Europe et la Russie, et ils l'ont fait avec le sang des Ukrainiens, et en s'en fichant complètement. Et d'ailleurs, tous nos dirigeants se fichent complètement du sang de leurs soldats ou des Ukrainiens. Ils sont tous ils sont déconnectés. Pourquoi? Vous avez parlé tout à l'heure d'une vague populiste. Si vous voulez, c'est parce pourquoi il y a une vague populiste? C'est parce que tous les dirigeants, qu'ils soient aux États-Unis ou en Europe, sont totalement déconnectés de leur base. Ce sont des gens qui sont aux ordres d'une oligarchie financière qui vit dans un autre monde. Voilà. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et moi, Poutine ne va pas se laisser entraîner de son côté dans une escalade. Il a montré avec son missile qui est hypersonique, qui est chargé d'une charge classique. Il l'a envoyé, il a montré que ça marche. Il a détruit une base militaire en Ukraine. Bon, mais il ne va pas escalader nucléairement alors qu'il est en train de discuter des conditions d'un cessez-le-feu avec Trump. Ou en tout cas, les gens qui entourent Poutine sont en train de discuter avec Trump sans qu'on le sache, c'est évident. C'est ça la transition. Mais alors, quelle est une des raisons invoquées sur le fait d'envoyer des troupes en Ukraine, ce que disent les Français, entre autres, c'est selon la formule bien connue que lorsque on n'est pas à la table des négociations, c'est que on est au menu de la négociation. Et on n'y sera jamais. On ne sera jamais à la table, c'est ça? On ne sera pas, mais Zelensky n'y sera pas non plus. Zelensky appliquera ce qu'on lui dira de faire. Voilà. Vous savez, la fin de la guerre de Corée, c'est quand même, l'histoire, si vous voulez, présent, a été discutée directement entre les États-Unis et la Chine. Je rappelle encore, c'est que ça fait maintenant 76 ans que ni la Corée du Nord ni la Corée du Sud ont signé ni un armistice ni un accord de paix. Donc, ils n'ont pas discuté. Les Chinois ont dit on arrête, les Américains on arrête, et bien la guerre s'est arrêtée et il y a une zone démilitarisée de 10 km de large entre les deux Corées, et ça dure depuis 76 ans. Voilà, et c'est ce qui va se passer ici. Ça va être discuté directement entre Poutine et Trump, et les Européens, eh bien, on leur dira maintenant, et notamment la partie européenne de l'OTAN, on leur dira taisez-vous, voilà, et rentrez dans le rang, et ça se passera comme ça. Si vous voulez, on n'existe pas. Les Américains, d'ailleurs, on le voit dans toute la presse américaine, le seul État, ils vont faire du bilatéralisme, et le seul État qu'ils considèrent en Europe, c'est l'Allemagne. Ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne. Alors, les Anglais disent non, maintenant, il y a la résistance, ça va être la France et les pays baltes. Alors, je peux vous assurer, avec ça, on n'est pas fauché. À partir du moment où l'Allemagne et l'Italie ne veulent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, si vous voulez, tout ça, on a un chef d'État qui est un immature narcissique. Et puis, voilà. Et malheureusement, pour nous, il s'agite, mais il n'existe pas. Aujourd'hui, il est totalement, il a pris des décisions politiques qui ont amené qu'il n'a plus de majorité, qu'il n'est même pas sûr qu'on va voter le budget, etc. Tout ça, c'est vu aux États-Unis et ils ne le considèrent pas. Voilà, donc ils ne vont pas lui demander son avis. Ils vont pas lui demander son avis. C'est pour ça qu'ils cherchent
à entrer dans Oui, ces oui, de oui, mais force. si vous voulez, ça serait sa dernière forfaiture s'il envoyait tuer des soldats français, si vous voulez, aujourd'hui, alors que dans moins de 2 mois, on va avoir des conditions d'un cessez-le-feu. Voilà, donc ce serait, pour moi, si vous voulez, moi j'ai fait la guerre hein, là-dedans. Je suis un des rares officiers français. C'est pour euh, ça on veut absolument voilà, je des suis un des experts. rares officiers français qui a été blessé en opération en Algérie et qui peut encore parler, qui a été blessé à 9h30 du matin, qui a accroché avec 25 hommes une Katiba dans les Aurès qui faisait 125 hommes. Je me suis battu entre 9h30 du matin et 18h le soir, où les premières unités sont arrivées à ma hauteur. J'ai eu 2 morts et 7 blessés. J'ai été évacué à minuit. Donc je sais les horreurs que subissent les combattants dans les tranchées, qu'ils soient les Russes ou les Ukrainiens. Et quand je vois, alors qu'on voit la possibilité d'arrêter cette guerre poindre à l'horizon, quand je vois ce qui est en train ou ce que voudrait faire Macron, et j'espère qu'il y aura des généraux, en tout cas sous ses ordres, qui traîneront les pieds encore pendant 2 mois. Si vous voulez, c'est honteux, c'est honteux. Cette guerre est une guerre terrible dans le continent européen. Vous vous rendez compte, 1 million de morts et de blessés que l'on aurait pu éviter si nos chefs d'État n'étaient pas des affidés des intérêts anglo-saxons. Voilà, et moi je suis totalement scandalisé depuis le début parce que je sais ce qu'il en coûte quand vous prenez une balle comme que j'ai prise qui m'a brisé le tiers supérieur de l'humérus, que j'ai saigné, que j'ai dû en souffrant le martyre, diriger l'appui aérien pour m'en sortir, que j'avais 7 blessés qui gémissaient à côté de moi et 2 morts. Isolés, si vous voulez, à 2000 mètres d'altitude dans la neige. Non, ils ne se rendent pas compte. Et c'est ça, ce sont des criminels. Ils ne se rendent pas compte que la paix et que la guerre est quelque chose d'horrible. Et même s'il faut tout faire pour l'éviter, et quand on a un cessez-le-feu qui se pointe à l'horizon, ben, il faut tous aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, la population, si vous voulez, si Macron ne perd que des points en permanence, Scholz perd des points, donc il a bien compris. Il a des élections prochaines. Alors, Macron, lui, il sait qu'il est protégé par la Constitution jusqu'en 2027. Mais voilà, mais c'est terrible. On n'a pas le droit de se comporter comme ça, si vous voulez, si on est un homme civilisé. On n'a pas le droit de se comporter comme ça. Mais les militaires français aujourd'hui, contrairement à vous, ils n'ont pas connu la guerre. Ou alors ils ont connu, mais pas des guerres de forte intensité. Bon. Mais non, ils n'ont pas. Alors, je vais vous donner un chiffre, c'est important pour vos lecteurs. Depuis ce qu'on appelle la 4e génération du feu, depuis 1969, on a perdu en moyenne dans les opérations extérieures 1 homme par mois. En Algérie, c'était 350 par mois. Voilà, donc, et en Ukraine, c'est 1000 à 2000, c'est peut-être des fois même 5000 par mois. Vous voyez, donc on est plus près dans la guerre d'Ukraine de la guerre 39-45, si vous voulez, que même que la guerre d'Indochine, qui a été jusqu'à 400 hommes par mois. Voilà, donc c'est personne, la guerre n'est pas joyeuse. La guerre n'est pas joyeuse. Et un chef qui, alors même si moi, effectivement, avec l'appui de l'aviation, j'ai gagné le combat, j'ai eu une citation à l'ordre de l'armée, que j'étais le grand héros de ma promotion, c'était bien gentil tout ça, mais si vous voulez, ce que j'ai vécu dans une journée, on n'avait pas de psychiatre à l'époque, donc si vous voulez, j'ai mal dormi pendant quelques temps encore. Hein, voilà. Donc on ne se rend pas compte des traumatismes que cela entraîne. On ne se rend pas compte. Après, moi, je suis reparti le plus vite possible me battre en Algérie parce que l'ambiance en France était épouvantable.
à l'époque sur la guerre d'Algérie. Donc, j'ai même pas pris ma convalescence, je suis reparti reprendre ma section. Voilà, mais la guerre, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et quand on voit un cessez-le-feu poindre, on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est mon point de vue et je suis prêt à le soutenir devant tous les tribunaux. Mais justement, le fond de ma question, c'était comme ceux qui dirigent aujourd'hui l'état-major français ont très peu connu la guerre ou un petit peu en ex-Yougoslavie. Est-ce qu'ils ont une vision? Déjà, ont-ils les moyens? Alors, je sais que c'est toujours compliqué de demander ça à un général, de parler et de ceux qui sont les nouvelles générations et qui sont d'actives. Néanmoins, vous avez une certaine liberté de parole, mon général. Est-ce que vous croyez, sans même juger de l'état-major français aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les moyens éventuellement de faire entendre raison aux politiques, en particulier au chef de l'État, à son ministre de la Défense, dont on pourrait dire beaucoup le cornu, ou de ce fou furieux de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères? Non, mais le seul moyen qu'ils ont, c'est la démission. Ouais. L'armée ne peut pas. Macron n'écoute plus personne, on le voit bien. Donc, si vous voulez, il n'écoute plus personne. Autrement, il n'aurait pas fait la dissolution. Voilà. Donc, on le sait qu'il n'écoute plus personne. Il est dans un type de délire. Voilà. Il est déconnecté complètement de la réalité. Et vous savez, quand vous êtes à l'Élysée, que vous êtes moi j'ai servi 5 ans, 4 ministres de la Défense, vous êtes totalement protégé par des conseillers qui n'existent que parce qu'ils ont été choisis par le chef et qui pensent que être conseiller du prince, c'est quelque chose qui va accélérer leur carrière et souvent ils y réussissent. Donc il est protégé, c'est inimaginable la protection aujourd'hui d'un président à l'Élysée ou d'un ministre. C'est invraisemblable. On est unique en Europe d'ailleurs dans ce domaine-là. On est beaucoup plus proche de la royauté, si vous voulez, que des républiques qui nous entourent. Donc non. Donc ce que peut faire un chef d'état-major, c'est prendre son temps. C'est freiner, voilà, c'est mettre des trucs, des choses techniques. Mais vous savez, moi, je raconte toujours cette histoire. Quand j'étais dans le groupe permanent d'évaluation de situation qui dépendait directement de l'Élysée, à un moment, c'était à l'époque où le Maroc se bagarrait avec l'Algérie via le Polisario, qui avait eu les otages, de Zouérat, etc. Et le Maroc voulait nous acheter 75 Mirage F5. Et ils avaient envoyé les pilotes se former et Giscard d'Estaing, Hassan II voulait les avoir très vite. Ils n'avaient que des avions à hélice et ils voulaient passer à des avions en réaction. Et il avait dit, bon, on va vous les transformer en 6 mois. Bon, il s'était mis là-dessus. Et au bout de 6 mois, si vous voulez, le Maroc dit alors mes pilotes, etc. Il s'adresse donc par l'état-major, on s'adresse au patron, au général qui commandait l'armée de l'air et qui dit j'en ai, je me souviens plus, mais 20 lâchables. Alors ça veut dire qu'ils sont capables de décoller, de faire un tour de piste et de se reposer, certainement pas. D'ailleurs, c'est ce que c'est le niveau où en sont en gros les pilotes de F-16 ukrainiens. Voilà, donc ils sont lâchables. Et alors évidemment, grande colère du président, je vais perdre la face, demander au chef d'état-major de l'armée de l'air pourquoi il n'a pas pu accélérer, etc. Et lui, il était à 6 mois de la retraite. Et il a répondu, je sais, mais vous savez, c'est le franc-parler qui existait. Et il a répondu, on ne transforme pas des conducteurs de chameaux en pilotes de Mirage 5 en 6 mois. Dites au président, voilà. Et Giscard, qui avait de l'humour, a ri. Voilà, alors que, si vous voulez, on n'a plus des chefs qui sont capables d'encaisser des choses comme ça de leurs subordonnés, parce que Giscard a connu la guerre, Chirac avait connu la guerre d'Algérie, vous voyez, et tous les autres après, ils ont connu l'ENA, vous voyez, donc voilà.
Donc, ils sont dans un monde intellectuel. Malheureusement, la guerre, c'est du sang et des larmes. Voilà. Et ça, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Et alors, les militaires, non, les militaires, si vous voulez, je pense qu'on va jouer. Soit ils démissionnent, soit ils vont jouer la montre, parce qu'on a quand même, il faut quand même voir que depuis 2022, alors que Macron est un va-t-en-guerre, il n'a pas augmenté d'1 € la loi de programmation militaire qui était prévue dès 2019 sur le budget 2023 et 2024. Il n'a pas augmenté d'1 €, bien plus. Il a prélevé près de 3 milliards d'équipements et de munitions à nos armées. Et à des armées qui étaient déjà en sous-effectif, non pas parce qu'on n'arrive pas à maintenir nos soldats parce que la condition militaire n'est pas suffisamment valorisée, même s'il y a un effort qui a été fait. Donc, on a des régiments qui sont en sous-effectif. Voilà, donc on est capable d'aligner, mais sans pouvoir la renouveler, peut-être une brigade de 5000 hommes, mais avec pas assez de munitions, avec pas assez de moyens. Donc, tout ça, c'est… voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a des chefs militaires qui sont prêts à aller se faire tuer, des officiers, des sous-officiers qui sont prêts à aller se faire tuer sur l'ordre du président. Mais ça serait vraiment quelque chose de totalement inadmissible, d'autant plus que ça ne changerait rien. Si vous voulez, ça n'aurait aucune efficacité militaire ni politique. Voilà, et c'est ça qu'il faut quand même arriver à comprendre. Voilà, c'est pas 5000 hommes de plus ou 2000 hommes de plus, 10 000 hommes de plus qui va changer le cours des opérations, et surtout des hommes qui arriveraient là sans avoir connu ce qu'est la guerre aujourd'hui. Les Ukrainiens disent, quand on tire un obus de 155, on en reçoit 10. Donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui The Economist dont j'ai parlé, non, c'est National Interest, qui est un site américain, écrivait en septembre dernier, We are out of weapons. Nous n'avons plus d'armes. Le patron de Raytheon aux États-Unis a dit, si j'avais aujourd'hui à reconstituer les stocks de Javelin et de Stinger, qui sont les missiles anti-chars et les missiles anti-aériens portables qu'ils ont donnés à l'Ukraine, il me faudrait 5 et 13 ans. 5 et 13 ans. Donc, si vous voulez, on a… pourquoi? Parce que après 90, on a voulu, en Europe en particulier, tirer les bénéfices de la guerre. Donc, on a supprimé tous les stocks. On s'est mis en flux tendu. Alors, quand il s'agit de tirer quelques coups en Afghanistan ou en Irak de César, il n'y a pas de problème. Mais pour vous donner quand même un chiffre que je donne toujours, quand la guerre a démarré, on était capable de produire par an, Nexter était capable de produire 9000 coups de 155, alors que les Russes étaient capables d'en produire 2 500 000. Les Américains, donc 9000 obus de 155, c'est un jour de feu de l'Ukraine. Les Américains étaient capables d'en produire 90 000, 10 jours de feu. Alors les Américains vont monter, ils ont une capacité de monter. En 2025, ils devraient être à la moitié, à 1,2 million, 1,3 million d'obus de 155, la moitié de ce que les Russes produisaient en 2022. Donc les Russes avaient gardé, alors le gros avantage, c'est qu'ils avaient une industrie d'armement d'État, alors qu'aux États-Unis, elle est totalement privée, en France, elle est semi-privée. Mais voilà, et donc d'un côté, les Russes avaient gardé tout leur stock, les Américains en avaient quelques-uns. Nous, on les avait supprimés, on avait même supprimé à la DGA les personnels qui géraient ces stocks. Vous voyez, donc… oui, donc la remontée en puissance, encore, si on avait voulu remonter en puissance, il fallait augmenter de 2 à 3 milliards de plus que la LPM le prévoyait, dépenses qui étaient déjà engagées, vous voyez, dès 2022. Or, on n'a pas mis un sou de plus de ce qui était déjà prévu et donc engagé par la DGA. Et donc, on n'est pas mieux aujourd'hui en 2024, presque en 2025, qu'on était en 2022. Voilà, et ça, c'est la réalité. Et tout le monde le sait,
Mais cela dit, on a des officiers et des sous-officiers remarquables et qui sont prêts à aller se faire tuer si on leur redonne l'ordre, et parce qu'ils sont des professionnels, et d'entraîner leurs soldats. Et c'est ça qui me rend dingue. Voyez. Mais moi, mon général, quand je rassemble l'ensemble des données que vous venez de nous délivrer, toutes plus intéressantes les unes que les autres, il y a quand même quelque chose que je continue à ne pas comprendre et sur lequel j'aimerais que vous essayiez d'éclairer et peut-être notre lanterne. C'est que, à quoi joue bon sang de bonsoir Macron? Puisque, comme vous le dites, il s'agite, en fait, il ne fait rien pour se mettre en position de pouvoir peser militairement, on ne parle même pas politiquement, sur le terrain, et pourtant, il n'a de cesse d'exciter. Alors, il fait un peu la mouche du coche, on est bien d'accord, mais quand même, il essaie d'énerver tout le monde. Est-ce qu'il est aux ordres d'un certain État profond américain qui a envie, dans cette période de transition, de voir déraper les choses? Comment vous expliquez qu'il soit un adolescent narcissique, mais à un moment donné… Non, Macron a il faut lui reconnaître ça. Il a une idée, alors elle est de lui ou pas de lui, j'en sais rien depuis le début, c'est une Europe fédérale. Ouais. Bon, il a une idée. Et lui, il est persuadé, il est persuadé que c'est l'occasion de la créer. L'ennui, c'est que les autres ne la veulent pas. Si vous voulez, on voit très très bien, on aura peut-être 3 Europes fédérales différentes, mais on voit très bien que les pays du Sud ne sont pas sur la même ligne que les pays du Nord, que l'Allemagne, comme toujours, elle veut bien faire l'Europe, mais sous ses ordres et pas sous les ordres de la France. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là. Donc, il a un rêve. Alors, il croit que c'est une opportunité. Il veut recueillir le maximum de voix autour de lui. Mais vous l'avez bien vu en Roumanie, c'est pas aujourd'hui que la Roumanie, qui était assez alignée sur nous, qui va l'être au lendemain de leurs élections. Donc, il a les pays baltes avec lui, il a la Pologne. Mais du côté des États-Unis, on pense que le nouveau leader européen, c'est la Pologne, c'est pas la France, dans ce qui est écrit dans les déclarations faites aux États-Unis. Donc, oui, j'avais lu ça, oui. Et parce que la France n'achète pas le matériel américain, tandis que la Pologne achète le matériel américain parce que nous, on a une industrie d'armement. Donc, non, je pense que oui, il suit sa ligne, il espère être mis autour de la table, mais il ne le sera pas. C'est ça qui est terrible, il ne le sera pas. Pour que la France de Gaulle ait été mise autour de la table, il a fallu quand même qu'on mette on a mis quand même 3 ans, et l'armée de Latte de Tassigny, hein, qui était plus de 100 000 hommes. Hein. Voilà, donc on ne peut pas y être. On ne peut pas y être. Les Européens n'y seront pas. En tout cas, ils y seront peut-être, mais ils y seront comme des faire-valoir. Les conditions du cessez-le-feu seront réglées entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis fonctionnent en bilatéral. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Avec tous les États, ils n'ont jamais traité avec l'Union européenne. Jamais, jamais. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'équipe de vous n'êtes jamais un partenaire des Américains. Et dans l'équipe de Trump, on voit très bien que par rapport à la Chine et aux pays asiatiques, ils n'envisagent pas de traiter avec les différentes organisations qui existent. Ils ont dit clairement qu'ils allaient traiter État avec État. Ils vont traiter avec le Japon, ils vont traiter avec Taïwan, ils vont traiter avec même le Vietnam, ils vont traiter avec l'Indonésie. Voilà, ils vont traiter individuellement. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent en bilatéral et ils se méfient des organisations qui n'ont pas une légitimité populaire. Voilà, donc l'Union européenne, ils vont pas traiter avec. Ils n'ont pas. Ils écrivent. Il y a plus de leaders en Europe. Il y a plus de leaders aujourd'hui. Et il y en a certains feraient une affaire, disent c'est peut-être la Pologne. La Pologne avec les pays baltes qui sera les pays sur lesquels on pourra s'appuyer. Ils disent très bien, l'Allemagne est affaiblie, Trump est encore plus affaibli que Scholz, et voilà. Donc, mon général, ceux qui en effet vont devoir, semble-t-il, si les choses se passent comme Trump le souhaite,
quitter la scène aux États-Unis, est-ce que cet État profond américain va, on sait bien, ils ne vont pas se laisser faire si facilement, je pense. Donc, quels sont les dangers qui restent avant l'accession justement de Trump à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier. Et puis ensuite, quid de ce qu'il restera? Est-ce qu'ils vont mener un combat sur place? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'une partie des néoconservateurs de faire justement d'une Europe intégrée un petit peu un nouveau bastion? Oui, mais alors, vous savez, aux États-Unis, d'abord, Trump va arriver. Vous savez qu'il y a le spoil system qu'il n'avait pas pu mettre parce qu'il n'était pas prêt. Le premier, là, il a 4000 personnes, il peut changer 4000 postes à partir du 20 janvier. Et là, il est prêt à le faire. Bon, deuxièmement, lui, il a la majorité aux deux chambres, plus la Cour suprême. Donc, aux États-Unis, si vous voulez, ne pas aller dans la transition apaisée qu'a promis Biden. Bon, pour les gens qui sont sous ses ordres, si vous voulez, c'est prendre de grands risques aujourd'hui aux États-Unis d'être, si vous voulez, d'être traduit devant les tribunaux. Et à la différence de la France, les États-Unis, ça cogne sec quand on a, voilà. Donc non, ils peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent pas faire grand-chose parce que là, ils n'ont pas beaucoup, avec ce grand mouvement populiste, effectivement, qui a soutenu Trump, ils peuvent faire le minimum. Par rapport à la guerre en Ukraine, ils peuvent dire oui, on fait ça pour donner les meilleures conditions à l'Ukraine pour une négociation avec Trump et tout ça. Mais quand vous voyez que le fils de Trump a déclaré que quand Biden a autorisé d'utiliser les missiles, a dit c'est le complexe militaro-industriel qui essaie de nous amener dans une escalade et dans la guerre. On voit très bien la mentalité qu'il y a dans l'équipe de Trump. Et Vance, son vice-président, est encore beaucoup plus dur que ça. Sur l'Ukraine, oui. Hein, voilà, sur l'Ukraine, oui, il ne veut même pas en entendre parler. Et bien entendu. Donc, mais parce que pour eux, la menace pour les États-Unis, c'est clairement la Chine. Et leur truc est tout à fait clair. Ils veulent réindustrialiser le pays. Notamment, il a gagné grâce aux États du Nord qui ont été désindustrialisés par l'ouverture des frontières et les produits chinois. Et eux, ils veulent maintenant, à certains produits, la Chine mène des droits de douane de 100%. Et donc, ils veulent mettre une bataille économique et deuxièmement, diminuer l'influence de la Chine dans tout le Pacifique, qui est leur mère, numéro un. Donc, et ils vont tout faire pour ça. D'ailleurs, pourquoi Elon Musk, si vous voulez, est chargé de cette commission, il faut savoir que l'administration américaine, c'est 6,5 trillions de dollars, c'est-à-dire milliards de dollars. Hein, ça, c'est 6500 milliards de milliards. Donc, c'est énorme. Et il veut en supprimer 2 milliards, c'est-à-dire 33%. Avec une commission, et comme il a fait ça aussi à Twitter. Donc, ils ont une capacité de couper les coups. Et aux États-Unis, quand on vous dit de partir, vous partez dans le jour même ou dans la semaine qui suit. Vous avez votre petite boîte, comme dans les films américains. Non, mais c'est la réalité. Moi, j'ai mon fils qui a été recruté, qui était dans une grande entreprise américaine, qui est un chief executive officer, qui est un des gens qui dirigent le luxe aux États-Unis. Il a été recruté par quelqu'un d'autre. Il devait 8 jours à la société uniquement quand il a décidé de partir. Alors évidemment, il avait des stock options qu'il perdait parce que les stock options pour les dirigeants, vous pouvez que l'on vous donne une année, vous ne pouvez les sortir que 2 ans après.
Mais là, la personne qui l'a recruté lui a dit, ben, en ticket d'entrée, je vous donne 2 ans de stock option. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est d'une brutalité dont on n'a pas idée en France. Moi, j'ai dirigé une entreprise en France. Je peux vous assurer, quand vous voulez sortir quelqu'un, ça se passe pas comme ça. Et c'est bien ainsi. Et puis après, vous avez les prud'hommes, vous avez tout ça. Aux États-Unis, ça n'existe pas, tout ça. Ils peuvent avoir une réactivité énorme. À partir du moment où il a les hommes, à partir où il a les hommes, que chacun a… et la méthode aux États-Unis, moi, je l'ai bien connue, parce que j'ai travaillé dans une boîte américaine, donc quand j'ai vendu ma société, une boîte américaine, ils travaillent de la façon suivante. Pour faire ce qu'ils appellent un turnover. Donc, ils vont prendre… là, il a une équipe, admettons, d'une centaine de personnes. Ils vont leur dire, ben, choisissez vous-même 10 personnes. Donc, ils vont choisir 10 personnes, ils vont voir s'il y a des doublons, ils vont s'arranger. Puis, donc, aux 1000 personnes qui seront autour, ils vont leur dire, choisissez aussi les autres. Donc, si vous voulez, ça se passe très vite. Et donc, je suis sûr que quand il va prendre le pouvoir le 20 janvier, il aura 4000 hommes pour les 4000 postes qu'il peut remplacer du jour au lendemain. Voilà, et donc les gens qui sont là, ils préparent leur carton, ils sont en train ceux qui dirigent cet état profond, ils sont en train d'essayer de se recaser, de trouver où ils vont aller. Ils savent très bien que ça va se passer comme ça. Et donc, ils ne peuvent pas faire grand-chose en dehors, si vous voulez, du type d'ordre d'autorisation sur des missiles qui étaient déjà en Ukraine. Alors qu'on voit qu'en France, avec Macron, soit il reste, et ce sont toujours les mêmes, malgré les changements de gouvernement, les conseillers des ministres, soit ils vont, un tel devient préfet de l'Indre-et-Loire, tel autre. Voilà, ben oui, c'est bien pour ça qu'on est si mal. Hein. Si vous voulez, c'est pour ça qu'on est si mal, c'est qu'à chaque fois, on arrive à caser tout le monde. Et moi, j'ai bien connu ça. Hein, dans le groupe Bull, j'ai été recruté après, quand j'ai quitté l'armée, parce que j'ai perdu mon épouse, il fallait que je m'occupe des 3 enfants. J'ai été recruté comme dans le groupe Bull. Et on a bien vu, c'était une entreprise d'État et c'était tous les copains des copains qui étaient là et qui n'avaient aucune valeur ajoutée, Et quand on a libéré le marché de l'informatique, et ben Bull s'est écroulé. Il ne tenait que parce que les entreprises d'État françaises étaient obligées d'acheter les ordinateurs Bull, même s'ils étaient excellents, mais ils n'étaient pas compétitifs en termes de prix. Mais c'est ça le malheur. C'est le consensus à la française. Voilà. Bon, ben, en même mais temps, il ne tient pas le choc de la mondialisation. Voilà, mais bien entendu. Et alors, à partir du moment où on ouvre complètement les frontières et que l'on veut faire comme la Commission européenne veut faire et veut faire surtout les oligarques financiers, parce que qui dirigent le monde. Hein, il faut quand même bien penser. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de frontières, parce qu'ils veulent maximiser. Vous savez, quand moi j'ai vendu ma société à une société américaine, j'avais une société de développement informatique. Moi, j'utilisais que des Français dans ma société informatique. Elle a multiplié en 15 ans son chiffre d'affaires par au moins 50, hein, voilà, hein, par 50. Mais il y avait toujours 50 Français en France. Les autres, c'était des Roumains, c'était des choses comme ça, parce que aux États-Unis, pour les sociétés américaines, c'était des Indiens pour développer l'informatique, c'était des Roumains qui pour faire du consulting, ou des Bulgares, etc., qui payaient 5 à 6 fois moins cher qu'un Français. Donc pour eux, ils ont cette vision-là. Nous, voilà, et c'est ça qui est terrible. Donc effectivement, nous, on a une protection sociale, on a des normes, etc. Dès qu'on ouvre complètement les frontières, nos patrons, quelle que soit leur qualité et la qualité des produits, ne peuvent pas être compétitifs. Et on le voit bien avec nos agriculteurs aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Par des pays Voilà. Pour déplacer, mon général, nos échanges sur justement la Chine et la relation avec la Chine, il se dit qu'il va y avoir des baisses drastiques d'impôts. On croit rêver, nous qui vivons l'enfer fiscal français que l'on connaît, drastique, hein, vraiment des milliers de milliards
de dollars qui vont être allégés en termes de fiscalité. Donc évidemment, si on se débarrasse des 3/4 des fonctionnaires, ben on voit bien ce qu'ils vont faire. Et alors, la tentation de Trump serait de remplacer petit à petit les impôts par les droits de douane, disant ben, on va récupérer des sous, mais on va les récupérer autrement, on va les récupérer sur le dos des autres, pas sur le dos des Américains. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça. Pourquoi? En point de vue économique. Parce que augmentant les droits de douane, les Américains achètent énormément de produits industriels à la Chine. Donc, le niveau de vie américain va baisser puisque les produits venant de la Chine le prix va augmenter. Et donc, s'il veut, comme il a promis d'améliorer le niveau de vie des Américains, il ne peut pas à la fois augmenter les droits de douane vis-à-vis de la Chine sans diminuer drastiquement les impôts des Américains. Donc, il est très cohérent économiquement dans ce qu'il fait. Il va ajuster de façon à ce que, au final, le niveau de vie des Américains s'améliore. Voilà, et donc ils vont jouer comme ça, mais il ne peut pas à la fois, si vous voulez, maintenir le niveau des impôts aux États-Unis qui est quand même très élevé. Hein. Moi, je vois ce que paye mon fils, il est quand même très élevé, et augmenter les droits de douane, parce que justement, ce qui a permis aux Américains de bien s'en sortir, c'est les produits chinois à bas coût. Oui. À bas coût. À partir du moment où il veut réindustrialiser et augmenter les droits de douane, il est obligé de baisser les impôts et donc de casser tout ce qui est administratif. C'est évident. C'est évident. Et cette capacité, mais il va le faire. Il va le faire. Moi, j'en suis persuadé. C'est la seule puissance occidentale. Et d'ailleurs, pas que lui, parce que ce qui est important dans ce qu'il a dit, quand il a été élu, vous avez vu, il a dit, ne parlons pas du Parti républicain, parlons d'un mouvement. Il a créé un mouvement. Donc, il envisage de faire ça sur le long terme, et derrière lui, de mettre Vance ou quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, son idée, c'est pas de faire ça uniquement en 4 ans, c'est de lancer un mouvement America Great Again. Et ça veut dire produire chez nous, être autonome comme on l'est dans le gaz et le pétrole avec le gaz de schiste, être autonome dans la production de nos composants, etc. Donc, c'est ça qu'il veut faire et qu'il a dans sa tête. Moi, tous les matins, je passe 2 heures à lire la presse américaine. Je ne suis abonné, je ne lis plus la presse française depuis longtemps, en dehors de la semaine du Pays Basque. Si vous voulez, je passe mon temps à lire la presse américaine parce qu'eux, ils donnent les faits. Si vous voulez, les journalistes donnent les faits, même s'ils soutiennent l'Ukraine, ils disent quand ça va bien ou quand ça va mal. Mais ils donnent les faits et ils envoient les gens sur le terrain et ils ne cachent rien. Et c'est pour ça que mon livre dont vous avez eu la gentillesse de parler, 95% des sources que j'ai fait, j'ai près de 500 sources là, j'ai laissé le lien Internet parce que ce n'est que des sources américaines. Ce n'est que des sources américaines. Parce que voilà. Le grand aveuglement européen carné de 2 ans de guerre d'Ukraine. Voilà, et donc c'est comme ça. Donc nous, chez nous, c'est pour ça que j'ai parlé d'aveuglement, parce que nos journalistes, la majorité de nos journalistes, je ne dis pas tout, heureusement, il y a des journalistes qui font leur travail, mais beaucoup de nos journalistes, si vous voulez, occultent les faits qui sont contraires à leur idéologie. Ils ont à leur idéologie ou à ce qu'on leur dit de dire. Si vous voulez, LCI, par exemple, sur la guerre en Ukraine, c'est le nombre de bêtises qu'ils ont pu dire quand je pense que ce général Yakovlev, là, qui est mon ennemi personnel, là, ce jeune, a dit que Trump était, 8 jours avant son élection, que Trump était un agent de Poutine et qu'il était sous contrôle de Poutine depuis 4 ans. Mais c'est on nous a en 2022, 2023, on arrêtait de nous dire que Poutine allait mourir d'un cancer, etc., que c'était des sources sûres et tout ça. Mais si vous voulez, c'est plus du journalisme. C'est plus journalisme, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien les gens, l'audience ne fait que baisser.
malgré de très bons journalistes qui a LCI, mais voilà, ils ont des ordres probablement parce que le patron espère aller avoir la reconstruction de l'Ukraine, être payé, payer la reconstruction. Non, moi, si vous voulez, je ne peux pas comprendre comment des journalistes qui sont excellents en arrivent à dire les bêtises que j'entends en permanence sur cette chaîne d'infos que j'écoute évidemment, mais c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Et ils ont lavé la tête de pas mal de Français. Moi, j'ai des amis ici quand ils ont lu mon livre, on me dit, mais Jean-Bernard, mais c'est pas possible, tous les chiffres que tu nous donnes, tout ça, mais où est-ce que tu as trouvé tout ça? Ben, dit, ben, ouais, si vous lisez l'anglais, lisez la presse américaine, suivez le lien, vous verrez que ça a été écrit. Mais ils ont lavé vraiment le cerveau de beaucoup de Français au lieu de faire le boulot d'information. C'est ce qu'il y a de fin. À quelle fin? Ouais. Voilà, je regarde pas TF1, donc. Non, à quelle fin? À quelle fin? Alors, la radio publique, c'est pas moi qui le dis, je ne regarde pas la radio publique donc dans l'État, donc je ne sais pas, mais non, mais je pense qu'il y a vraiment des intérêts dans tout cela. Alors, soit des intérêts idéologiques, soit des intérêts financiers. Voilà, des intérêts idéologiques, c'est évident, parce que quand vous voyez certaines dépêches AFP, c'est à pleurer. Voilà, donc ce qu'il y a de formidable avec les Américains, c'est qu'ils soutiennent, pratiquement tous les journaux, peut-être sauf Fox News, soutenaient cette guerre en Ukraine. Mais quand ils envoyaient un journaliste quelque part, et quand un journaliste revenait en disant ce bataillon qui est parti en octobre avec 400 hommes n'en a plus que 200, il y en a 120 qui ont été tués, il y en a 100 qui ont déserté, 60 qui sont en prison pour insoumission, ils écrivent. Vous voyez, c'est ça la grande force des États-Unis, c'est qu'ils ne se cachent pas les faits. L'investigation. Ils ne se cachent pas les faits. Et même s'ils soutiennent, c'est leur intérêt, les intérêts anglo-saxons. Les anglo-saxons ont toujours été dans un cynisme complet par rapport à leurs intérêts, on l'a bien vu, de toute l'histoire nous le montre, mais en même temps, ils regardent les faits, et ils ne les occultent pas. Nous, en France, on a une classe politique et une classe médiatique qui occulte les faits ou qui essaie de les tordre en fonction de leur idéologie ou de leurs intérêts personnels. Donc, c'est ça qui est terrible, et d'où d'ailleurs le fait que la population française, si vous voulez, n'a pas encore compris que la guerre était terminée en Ukraine. Et alors, pour aller vers nos conclusions, mon général, pour vous, il n'y a aucun risque ou aucune possibilité que demain, des troupes françaises aillent sur le front ukrainien ou essaient au moins de marquer des positions, des sortes de lignes rouges pour éviter que Poutine ne pousse son avantage trop loin, selon eux? Ça ne peut pas arriver, ça? Mais non. Macron peut le faire, mais ça ne changera rien. Si vous voulez, ce que j'ai dit, tout ce qu'on peut faire dans les 2 mois ne changera rien à la dynamique. Et comment va réagir Poutine s'il y a des troupes françaises qui, avec l'OTAN quand même, il y a quand même l'OTAN. Non, mais attendez, mais si on envoie des troupes, il les frappera en priorité pour nous le faire payer. À partir du moment où on a des gens en Ukraine, on aura énormément de morts. C'était évident. Il les frappera. Si vous voulez, le risque énorme, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais réagi violemment quand, au lieu c'est les 4 qui ont écrit dans Le Monde en disant il faut envoyer des milliers d'instructeurs en Ukraine, c'est qu'il aurait frappé les bases où il y a des instructeurs étrangers. Si vous voulez, Poutine ne va pas escalader en dehors de l'Ukraine, surtout s'il a une perspective, si vous voulez, d'obtenir ses oblasts par la négociation avec Trump. Vous voyez. Mais si on envoie du monde en Ukraine, il fera tout pour nous le faire payer très cher à nos soldats. C'est pour ça que c'est irresponsable.
alors qu'on voit de faire tuer des gens, alors qu'on voit un cessez-le-feu poindre à l'horizon. Voilà, c'est pour ça que je me bats et que je trouve, parce que, si vous voulez, je pense aux familles, je pense aux blessés, je pense aux gens imputés. Il faudrait que Macron aille un peu plus voir nos soldats qui ont été amputés par des IED, etc., au Mali ou ailleurs. Hein. Donc, non, on n'a pas le droit de faire ça, si vous voulez, dans les 2 mois de la transition. La guerre va s'arrêter parce que Trump a besoin qu'elle s'arrête. Voilà, et c'est ce que je pense fortement. Donc oui, si on envoie du monde, les militaires iront. Les militaires iront, à moins que effectivement le chef d'état-major des armées démissionne. Mais d'après ces camarades que je connais, c'est un protestant de formation, donc il est totalement, c'est un type très bien, mais il est totalement dans la ligne républicaine jusqu'au bout. Il exécutera, et les gens en dessous de lui exécuteront aussi. Mais ça serait dramatique, si vous voulez, de ramener ensuite des cercueils, alors 1 mois ou quelques jours avant qu'un cessez-le-feu se fasse, et que ça ne puisse rien changer sur le terrain. C'est ça qui est extraordinaire, parce que l'armée ukrainienne est épuisée, et c'est elle qui a 600 000 hommes sur le front, vous comprenez, c'est pas en mettant 10 000 hommes de plus qu'on va changer les choses. Voilà. Et c'est ça qui me navre. Moi, si vous voulez, je suis un vieux soldat, donc tout en pleine forme encore, mais si vous voulez, avec le recul, je trouve ça vraiment terrible d'avoir un chef d'État aussi irresponsable. Ça, on est bien d'accord, mais est-ce que par le biais de l'OTAN et de l'automaticité de l'article 5 et 6 d'ailleurs, du traité, eh bien, s'il envoie des hommes là-bas, est-ce que c'est pas aussi pour chercher à entraîner l'OTAN et tout le monde dans cette guerre? L'OTAN, c'est les États-Unis, vous le savez bien, même les armes américaines qui ont été à l'Ukraine, qui étaient données, les missiles intermédiaires, si vous voulez, il y a des consultants ou alors des formateurs américains pour vérifier que les coordonnées que l'on met sont des coordonnées sur le territoire ukrainien. Vous voyez, donc non, les États-Unis gardent un contrôle total. Les armes nucléaires, il y en a des armes nucléaires américaines en octobre, mais ils ont la double clé. Pas un Européen peut utiliser ces armes nucléaires si les États-Unis ne sont pas d'accord. Donc la France a toujours essayé de partager la responsabilité. De Gaulle l'a essayé, il s'est fait renvoyer dans ses buts. Chirac a essayé, il s'est fait renvoyer dans ses buts. Donc les Américains ne prendront jamais un risque nucléaire qui n'est pour Washington pour défendre un pays européen. C'est évident, c'est évident. Le risque, De Gaulle a dit, le risque nucléaire ne se partage pas. Donc l'OTAN ne lèvera pas le petit doigt si nous, pour les soldats français, s'ils se font tuer en Ukraine. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui est terrible chez Macron, c'est que à la fois on est dans l'organisation militaire intégrée, donc on doit normalement faire ce que l'OTAN nous dit de faire. Et l'OTAN n'a pas dit qu'il fallait envoyer des militaires en Ukraine, au contraire. Vous voyez? Donc, qu'il le fasse en disant j'ai une liberté stratégique, je le fais, mais il ne le fait pas avec l'accord des Américains, avec l'accord de l'OTAN. Il le fait sous sa propre responsabilité. Et l'Union européenne, un peu quand même. Vous avez Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui parle d'envoyer des hommes. Mais l'Europe n'existe pas. En tant que puissance militaire, les traités européens, cet homme peut parler, peut causer, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est pas l'OTAN qui parle, c'est pas le secrétaire général de l'OTAN, et c'est pas. Regardez, quand Zelensky, en mars 2022, a demandé de créer une non-fly zone
sur l'Ukraine. On en reparle aujourd'hui. Oui, on en reparle aujourd'hui. Une zone d'exclusion aérienne. C'est ça. Il a demandé à l'OTAN. Et ça lui a été répondu à Washington, il n'avait pas question. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent pas avoir le risque de leurs avions qui sont en Europe se confronter aux avions russes. Et là, on aurait vraiment un début de guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que les Russes ont une supériorité aérienne quasi totale sur l'Ukraine, et c'est une des raisons aussi de plus de la défaite ukrainienne qui s'annonce, vous voyez? Et malgré l'héroïsme de ces soldats, et c'est ça qui est tout à fait grave, les Américains, Biden l'avait dit, il ne fallait rien qui puisse amener Poutine à nucléariser le conflit. Pourquoi? Parce que les Américains ne sont pas prêts de prendre un risque sur Washington pour sauver Kiev. C'est tout à fait clair. Leur but, c'est simplement d'éviter que l'Europe et la Russie ne créent l'Eurasie et ne créent une alliance économique et stratégique qui soit la grande concurrente des États-Unis. Ils ont affaibli l'industrie allemande qui leur donnait des pions. Ils sont très contents. Maintenant, ils le disent. C'est écrit en toutes lettres dans The Economist. Maintenant, passons à autre chose. Passons à autre chose. Voilà, ils ont atteint leur objectif. Donc, si vous voulez, l'OTAN va rien faire parce que l'OTAN, c'est les États-Unis. Mais Bill Blinken, mon général, il y a 10 jours, était en Europe. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais que Biden et ses sbires s'agitent encore pendant jusqu'au 20 janvier, c'est évident. C'est évident que, mais si vous voulez, qu'ils essaient de faire escalader jusqu'au 20 janvier, c'est évident. Mais voilà, qu'ils essaient de créer des gestes qui créent cette escalade, ils le feront aussi parce que cet état profond et ce complexe militaro-industriel va tout faire jusqu'au 20 janvier. Et Trump ne peut rien dire lui-même parce que ça serait considéré comme un coup de force. Aux États-Unis, si vous voulez, ils sont très durant la transition, Trump doit s'intéresser aux différents dossiers, mais ne peut rien faire. Le président, jusqu'au 20 janvier, c'est le président qui est sortant. Voilà, même si, et normalement, si vous voulez, tous les gens qui sont de vrais républicains aux États-Unis connaissent déjà la ligne de Trump et ne devraient pas accélérer. Mais il y en a qui sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est évident, parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ne risquent rien jusqu'au 20 janvier. Et voilà, et c'est ça qui est malheureux, et qui est vraiment tragique. Et surtout, c'est que ça ne changera rien sur l'issue de la guerre et sur le deal qui sera fait ensuite, puisque, si vous voulez, il est inscrit, ils l'ont dit pendant toute la campagne électorale ce qu'ils allaient faire. Donc c'est clair et net. Ils ne vont pas. Alors peut-être on va se battre sur 10 km², sur une ligne, sur tous ces trucs-là, mais voilà, la guerre d'Ukraine dans la tête de Trump et de ses équipes est finie. Et maintenant, l'ennemi, c'est la Chine. Deuxièmement, l'ennemi, c'est l'islam radical et c'est le soutien sans limite à Israël. Voilà. Oui, ça, on a bien compris. Quoique, on verra. Je ne suis pas persuadé que ce soit une si bonne nouvelle. Non, mais je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que. Moi, si vous voulez, je ne juge jamais en bien, vous avez remarqué, en bien ou en mal. Je ne juge jamais rien en bien ou en mal. Sauf quand c'est contre les intérêts de la France, mon général. Ah oui, bien entendu. Mais sur la truc international, moi, quand je ne dis pas que Trump a raison en faire ça ou non, je dis voilà ce qu'il veut faire. Et voilà la logique qu'il y a derrière. En tant qu'analyste. C'est ce que je faisais quand je faisais mes fiches au président de la République ou au ministre de la Défense, si vous voulez, je présente, c'est un travail d'état-major. Hein. Voilà, j'analyse et je dis, voilà, option 1, option 2, mais c'est à vous de choisir.
Donc là, non, évidemment, quand il s'agit des intérêts de la France et des Français, j'ai mon franc-parler et il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est évident. C'est pas. J'attends d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous croyez, mon général, que un conflit chaud pourrait intervenir dans les années à venir entre justement la Chine et les États-Unis au travers Taïwan ou tout autre feu qui prendrait, qui embraserait la région entière? Est-ce que ça, c'est crédible ou est-ce que, comme le disent certains analystes, non, avec Trump, ça ne va pas se régler? Il n'y a que au Proche-Orient qu'éventuellement le conflit peut en effet prendre des proportions considérables, mais que par contre, entre la Chine et les Américains, ils trouveront d'une façon ou d'une autre, par la guerre commerciale, mais qui n'ira jamais au-delà, parce qu'il y a intérêt ni d'un côté ni de l'autre d'en arriver aux armes. Vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, je suis plutôt d'accord avec cela, sauf si vous voulez, il y a toujours des impondérables, sauf sur Taïwan. Taïwan, il y a toujours eu un grand débat. Est-ce que, d'ailleurs, il faut le savoir, il n'y a aucun accord de défense, il n'y a pas d'ambassade américaine à Taïwan. Il n'y a aucun traité militaire entre les États-Unis et Taïwan. Alors, il y en a pour le Japon, il y en a en Corée du Sud, il y en a, etc. Donc, avec Taïwan, si vous voulez, il y a des grandes déclarations, on va soutenir Taïwan jusqu'au bout, mais je vous rappelle que les Américains n'ont jamais contesté le principe de la seule Chine et de la grande Chine. Oui. Voilà. Et Trump, d'ailleurs, avait, dans son premier mandat, reproché à Obama d'avoir accepté ce principe sans avoir fait payer très cher les Chinois. Puisque lui, c'est quand même, d'ailleurs ce que dit la presse américaine, il est très transactionnel dans sa façon de voir la politique étrangère. Donc pour lui, si vous voulez qu'on laisse des troupes en Europe, il va falloir les payer au prix américain. Voilà, et c'est comme ça. À son premier mandat, il avait dit pendant la campagne électorale, si le régime saoudien, les Américains arrêtent de soutenir le régime saoudien, il s'écroule en une semaine. Il est allé en Arabie Saoudite, il a rencontré le roi d'Arabie Saoudite, il est reparti avec 420 milliards de contrats, dont 200 milliards pour son industrie de défense. Donc voilà, il a une vision assez transactionnelle, si vous voulez, puis c'est un businessman. Et voilà, et il est entouré aussi avec son conseiller spécial Elon Musk de quelqu'un qui a réussi dans le business. Voilà, donc c'est sa façon de voir. Alors avec la Chine, si vous voulez, c'est très difficile. Dans l'immédiat, si vous voulez, le facteur déclenchant serait la population de Taïwan elle-même. Si à un moment donné, pour différentes raisons, avec des influences arriver au pouvoir à Taïwan, quelqu'un qui proclame l'indépendance de Taïwan. Là, la Chine dirait non, et d'ailleurs, il y a une étude de la Rand Corporation qui dirait en une demi-journée, l'armée taïwanaise serait liquidée par les missiles et par les trucs chinois. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, ce que n'acceptera jamais les Chinois, mais autrement, si vous voulez, il faut bien savoir, les liens économiques entre Taïwan et la Chine sont considérables. Les grands investisseurs de Taïwan, si vous voulez, s'ils investissent beaucoup en Chine, ils ont un passeport qui les déclare comme citoyens chinois. Donc, vous voyez, il y a des liens que l'on ne connaît pas tout à fait très très forts. Quand j'étais chez Bull, notre distributeur en Chine, c'était le général Li, qui était à l'époque un compagnon de Chiang Kai-shek, si vous voulez, qui avait tout un réseau de distribution en Chine. Donc, ils se procurent tout ce qu'ils veulent en microprocesseurs, si vous voulez, par Taïwan. Donc, tant que Taïwan ne dit pas « nous voulons être indépendants », les Chinois ne feront pas la guerre pour Taïwan. C'est tout à fait clair. C'est quand il s'est passé quelque chose à Hong Kong, c'est quand Hong Kong a déconné, quoi, si on peut dire, par rapport, si vous voulez, à la mentalité chinoise. Mais voilà, donc tant qu'on reste dans ce domaine-là, alors est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, vous voulez, la crainte
la crainte vient de la façon dont les Américains analysent les choses. Voilà, les Américains, si vous voulez, ont toujours ne parlent pas jamais des intentions, mais des capacités. Et les militaires souvent sont comme ça. On analyse les capacités. Donc, ils sont inquiets de l'augmentation des capacités chinoises. Et notamment, et il y a un problème. Les Anglo-Saxons sont les puissances maritimes. Donc, la liberté de navigation est quelque chose d'important. Les Chinois veulent contrôler tout ce qu'ils appellent la mer de Chine. Vous voyez, ils ont transformé des récifs en base en faisant un travail inimaginable, etc., y compris dans la zone économique exclusive de l'Indonésie, et puis ils ont réglé le problème ensuite. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des incidents liés à la liberté de circulation en mer de Chine. Voilà, il y aura des pressions, il y a des pressions constantes là-dessus, parce que les Américains font des provoques. Il y a des bateaux américains qui passent proches de ces bases, etc., pour montrer la liberté de navigation. Un dérapage là, est-ce que ça déboucherait sur une guerre nucléaire? J'en sais rien. Là, si vous voulez, c'est très difficile à parler d'un futur, mais dans le futur immédiat, tant qu'il n'y a pas de casus belli, si vous voulez, évident, et le casus belli évident, ça serait Taïwan, c'est clair, ça serait Taïwan. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Regardez les élections, les partis nationalistes restent toujours minoritaires à Taïwan. Très bien. Eh bien, écoutez, mon général, on vous remercie beaucoup pour l'ensemble de ces expertises. Ce n'est que mon opinion basée un peu sur des faits, mais si vous voulez, je pense qu'il peut y en avoir tout à fait d'autres. Je suis toujours prêt à débattre, et je n'ai pas la suffisance de croire que mes opinions sont les seules valables. Ah, mais vous êtes dans la ligne de ce que nous donnent des analyses de nos experts en général. Et donc, on continue à affiner, et chacun, les uns après les autres, vous donnez, au regard de l'expérience qui est la vôtre, qui est différente des uns des autres, une coloration qui permet d'avoir c'est ce qu'on essaie en tout cas d'informer de telle façon que les gens aient la meilleure vision possible et l'ensemble. Très bien, et vous le faites très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas, mon général. Merci de cette participation, et on n'hésitera pas à refaire appel à vous dès que ce sera nécessaire. Une excellente journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, en général.